Faites entrer l'écriture, 9e épisode. Ah non mais c'est pas possible. Ah non mais c'est nul. Ah non c'est pas moi qui ai écrit ça. Le syndrome de la page pourrie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela fait déjà un petit moment que j'évoque, plus ou moins rapidement, cette histoire de page pourrie, qui est la façon dont je désigne un texte déjà écrit, qu'on relit, et tout à coup qu'on ne supporte plus. Cela fait déjà un moment que j'ai envie de consacrer un épisode entier à cette question. Alors d'abord, est-ce que, dans mon esprit, le syndrome de la page pourrie et l'angoisse de la page blanche, c'est la même chose? Non. Dans l'idée de la page blanche et de l'angoisse qu'elle procure, il y a l'idée d'être face à un vide et de ne pas savoir du tout ce qu'on veut écrire. Là, ce qui m'intéresse d'évoquer, c'est ce qui se produit quand on rouvre un document et qu'on relit un texte qu'on a écrit il y a plus ou moins longtemps. Et ce sentiment qu'on peut éprouver, qui nous fige totalement sur place, tout à coup, d'avoir l'impression qu'on est extrêmement loin de ce qu'on voulait faire. Que tout ce qu'on a écrit, c'est vraiment nul, on porte vraiment un jugement sur ce qu'on a fait, on est là, tétanisé, et on a l'impression que plus jamais on ne réussira à faire quelque chose de bien. Alors comment ça se fait? Comment ça arrive? Et est-ce qu'on n'aurait pas quelques pistes pour se tirer d'affaire? C'est ça que je propose aujourd'hui. D'abord, essayons de comprendre comment elle survient, cette angoisse. Comment ce syndrome apparaît. Par exemple, quand on n'est pas un écrivain confirmé, quand on a envie d'écrire mais qu'on n'a pas encore beaucoup écrit, on peut, en se relisant, avoir la sensation qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'on a fantasmé, rêvé de faire et ce qu'on a produit. Je me souviens, par exemple, quand j'avais 20 ans, d'avoir voulu m'essayer au roman dans son acception la plus classique, et d'avoir été pétrifiée par mon incapacité à écrire des dialogues, par exemple, et à trouver vraiment ce que j'écrivais sans aucun intérêt. À être comme ça tétanisée par le peu de choses qu'il en sortait. Et donc là, on peut se dire, bon, c'est une question d'expérience. On n'a pas encore d'expérience, donc on n'a pas encore été s'éprouver, on n'a pas encore forgé son style, on tâtonne, on essaye, et forcément, il y a des moments où on est déçu. Et ces moments-là, ils sont à mettre en parallèle avec les moments d'exaltation dans lesquels on a vraiment l'impression d'avoir trouvé quelque chose, on se sent génial, et puis plus tard on se relit, et tout comme il est parfois décevant d'essayer de résumer un rêve qu'on a fait et qui sur le moment était extraordinaire, au réveil, là c'est un peu pareil. Tout d'un coup, on a la sensation d'un fossé entre ce qu'on a cru faire et ce qu'on a fait en réalité. Bon, ça c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe quand le syndrome de la page pourrie apparaît alors qu'on a déjà beaucoup écrit, qu'on a été publié, donc d'une certaine façon reconnu, qu'on a eu des lecteurs, et que pour autant on se retrouve un beau matin dans le même type de pétrification. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Ce que je vais te dire n'est pas du tout exhaustif, mais voilà les deux principales que je vois. D'abord, ça peut nous arriver quand le projet de départ est très ambitieux. Il est peut-être trop ambitieux. On se retrouve confronté à ses limites, ce qui est normal, c'est même la moindre des choses, mais sans que ce soit stimulant. Et c'est ça le problème. Le reste du temps, évidemment qu'on est confronté à des limites. Dès qu'on se met à écrire, on est confronté à ce qu'on n'arrive pas à écrire. Mais ça peut être un défi, un enjeu de soi-même à soi-même, d'essayer de trouver une formule, une formulation proche de ce qu'on éprouve, ou d'aller plus loin, ou de détourner une contrainte, etc. Ça, c'est vraiment le cœur de l'écriture. Mais là, je parle d'un moment où vraiment, on cherche des solutions, on en a cherché, on en cherchera encore, mais elles n'arrivent pas à débloquer la situation.
Autre difficulté, quand on a l'impression de s'être appauvri, d'avoir restreint son vocabulaire et son champ d'action, au point qu'il n'y a plus de jeu, JEU, ni de surprise possible quand on écrit. Ça peut arriver quand on a tellement travaillé son style qu'on se retrouve sur une sorte de rail, on n'arrive plus à sortir de ses propres tournures de phrases, on se répète en permanence et on n'en est pas satisfait. On n'est pas content, on voudrait autre chose, on voudrait jouer davantage avec le vocabulaire. Là, je pense à une rencontre littéraire à laquelle j'ai assisté récemment avec l'écrivain Sylvain Coher, qui a réinventé une langue pour son roman Étrave, qui se passe dans le milieu maritime. C'est pas tellement qu'il se passe dans le milieu maritime, c'est que la terre est recouverte à 90% d'eau, que donc tout a changé, tous les repères ont changé, et les repères langagiers également. Et il disait qu'il avait utilisé au moins une dizaine de dictionnaires d'argot, et comme c'est aussi quelqu'un qui pratique le bateau, il connaît bien le vocabulaire maritime, et qu'il a utilisé tout ça, transformé tout ça, réarrangé, concassé, détourné, bref, il s'est sûrement beaucoup amusé aussi à inventer une langue qui, d'après, parce que je ne l'ai pas encore lu, d'après les lecteurs, vous emporte et fait que même vous mettez quasiment à parler comme lui. Donc ça, c'est un exemple, oui, un peu extrême, qui me vient en tête, et je trouve que c'est une bonne illustration pour montrer qu'au contraire, il peut se passer quand on a privilégié un vocabulaire quasiment pauvre pour ne pas tomber dans le lyrisme, enfin pour plein de raisons, mais qu'au bout d'un moment, on en voit les limites. Donc projet trop ambitieux ou langue appauvrie, voilà qui peut nous figer. Je la trouvais très ennuyeuse. Elle aurait pu être belle si elle avait eu 20 ans, conduisant un bœuf dans la campagne romaine. Marcel Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais ses cheveux noirs blanchissaient, et elle était commune, sans être simple, parce qu'elle croyait que la solennité des manières et la majesté de l'attitude étaient requises par sa beauté sculpturale, à laquelle d'ailleurs l'âge avait enlevé toutes ses séductions. Elle était mise avec la plus grande simplicité, et on était touché, mais surpris, d'entendre Elstir dire à tout propos et avec une douceur respectueuse, comme si rien que prononcer ces mots lui causait de l'attendrissement et de la vénération, « Ma belle Gabrielle ». Plus tard, quand je connus la peinture mythologique d'Elstir, Madame Elstir prit pour moi aussi de la beauté. Je compris qu'à un certain type idéal, résumé en certaines lignes, en certaines arabesques, qui se retrouvaient sans cesse dans son œuvre, à un certain canon, il avait attribué en fait un caractère presque divin, puisque tout son temps, tout l'effort de pensée dont il était capable, en un mot, toute sa vie, il l'avait consacré à la tâche de distinguer mieux ces lignes, de les reproduire plus fidèlement. Ce qu'un tel idéal inspirait à Elstir, c'était vraiment un culte si grave, si exigeant, qu'il ne lui permettait jamais d'être content. Cet idéal, c'était la partie la plus intime de lui-même. Aussi, n'avait-il pu le considérer avec détachement, en tirer des émotions, jusqu'au jour où il le rencontra, réalisé au dehors, dans le corps d'une femme, le corps de celle qui était par la suite devenue Madame Elstir, et chez qui il avait pu, comme cela ne nous est possible que pour ce qui n'est pas nous-mêmes, le trouver méritoire, attendrissant, divin. Est-ce qu'on est condamné à se répéter, à ne plus réussir à enrichir ses créations au niveau artistique? Est-ce qu'il y a un moment où on bloque? On peut le penser. La figure du peintre chez Proust, Elstir, qui a trouvé dans sa femme son modèle idéal et qui depuis se répète, peut porter à le croire en tout cas. Seulement, après cette marée montante du génie qui recouvre la vie quand le cerveau se fatigue, peu à peu l'équilibre se rompt,
Et comme un fleuve qui reprend son cours après le contreflux d'une grande marée, c'est la vie qui reprend le dessus. Or, pendant que durait la première période, l'artiste a peu à peu dégagé la loi, la formule de son inconscient. Il sait quelle situation si les romanciers, quel paysage si les peintres lui fournissent sa matière, indifférente en soi, mais nécessaire à ses recherches, comme serait un laboratoire ou un atelier. Il sait qu'il a fait ses chefs-d'œuvre avec des effets de lumière atténués, avec des remords modifiant l'idée d'une faute, avec des femmes posées sous les arbres, ou à demi plongées dans l'eau comme des statues. Un jour viendra où, par l'usure de son cerveau, il n'aura plus, devant ces matériaux dont se servait son génie, la force de faire l'effort intellectuel qui peut seul produire son œuvre, et continuera pourtant à les rechercher, heureux de se trouver près d'eux, à cause du plaisir spirituel, amorce du travail, qu'ils éveillent en lui, et, les entourant d'ailleurs d'une sorte de superstition, comme s'ils étaient supérieurs à autre chose, si en eux résidait déjà une bonne part de l'œuvre d'art qu'ils porteraient en quelque sorte toute faite, il n'ira pas plus loin que la fréquentation, l'adoration des modèles. Donc c'est une vraie question d'histoire de l'art, mais une vraie question de création tout court. Ça peut être très problématique de l'envisager comme ça, on peut se dire qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est tout arrêter. Mais il faut savoir aussi que quelque chose peut parfaitement se dégripper. Par exemple, pour être moins intimidé par ce qu'on cherche à approcher, on peut essayer d'aller, pour commencer, vers le plus petit dénominateur commun, le plus minuscule de ce qu'on aperçoit. Et là, je pense à un extrait de l'atelier d'Alberto Giacometti, de Jean Genet, qui m'a toujours beaucoup marqué par son absence de prétention, et au contraire, le côté humble de la proposition. Afin de mieux apprivoiser l'œuvre d'art, j'utilise d'habitude un truc. Je me mets, un peu artificiellement, en état de naïveté. Je parle d'elle, et je lui parle aussi, sur le ton le plus quotidien. Je bêtifie même un peu. D'abord je m'approche. Je vous parle des œuvres les plus nobles, et je m'efforce de me faire plus naïf et maladroit que je ne le suis. J'essaye ainsi de me défaire de ma timidité. Est-ce que c'est rigolo? C'est rouge. C'est du rouge. Et ça? Du bleu. Et la peinture? On dirait de la boue. L'œuvre perd un peu de sa solennité. Par le moyen d'une familière reconnaissance, je m'approche doucement de son secret. On peut aussi, comme raconté dans un précédent épisode, recommencer à écrire ses pages du matin, à la Julia Cameron. Dans mon cas, les 3 pages du matin ne sont absolument pas des pages de création, ça n'a rien à voir. Et du reste, quand j'écris mon journal, je l'écris vraiment avec les pieds. C'est-à-dire que quand je le relis, je vois que j'ai fait des répétitions, bon, c'est absolument pas à mettre sous aucun regard. Mais au moins, on se remet dans l'action. Et se remettre dans l'action, se repositionner en tant que créateur possible, c'est commencer très petitement à se dire « je peux à nouveau faire feu de tout bois ». Et faire feu de tout bois, je pense que c'est vraiment la solution pour dépasser les injonctions paralysantes, et en premier lieu les siennes. Se dire « je prends ça comme un jeu », j'essaye de tout écrire, d'écrire le plus possible, d'écrire sur tout ce qui me vient, comme le dit Cameron, la quantité, pas la qualité. Bon, alors elle est bien mignonne, hein, mais dans les faits, on a énormément de mal à accepter de se retrouver dans cette position. N'empêche, faire feu de tout bois, c'est ce qu'on fait. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous les montre. Un grand nombre d'artistes très prolifiques, très reconnus. Je pense, par exemple, au film au pluriel que fait Mathieu Amalric sur John Zorn, le montrant au travail. Là, il s'agit d'un compositeur
Et c'est absolument passionnant de voir comment Zorn a toujours une solution pratique, technique, créative à toutes les questions qui lui sont posées. John Zorn, c'est quelqu'un qui mène de front plusieurs projets. Quand on le voit dans le film, on a l'impression qu'il est partout, à la fois dans une petite cave à jouer avec 3 musiciens et dans une immense salle de concert. Évidemment, le film est un raccourci de son travail, mais on sort de là vraiment avec l'envie de se mettre dans l'action soi-même. You never know. Might come in handy. Let's get back to work. You alone here in this place. I mean, the music. Let's get the show on the road. Yeah. Bon, tout ça c'est très bien, ça donne déjà des premières pistes. J'en reviens quand même à ce que je disais au début, à ce moment de pétrification, ce moment où on est tétanisé, malgré tout ce qu'on sait déjà avoir réussi à faire. Ça pourrait être intéressant quand même d'essayer de pointer avec plus de précision ce qui, dans sa propre écriture, semble être à l'œuvre. Pour cela, je vous propose d'écouter maintenant, pour en terminer avec cet épisode, des notes vocales que j'ai prises à propos de l'écriture de Bruit, mon roman. Elles concernent ce syndrome de la page pourrie, elles reviennent sur des choses que je viens déjà d'essayer de dégager, mais de façon plus ciblée sur ce qui m'occupe. Peut-être en les partageant, cela vous aidera-t-il à votre tour à y voir plus clair. Je l'espère en tout cas. On est mercredi 22 novembre 2023, il est 9h34, et au lieu de me remettre directement à écrire Bruit, c'est-à-dire avec me battre avec de la matière préexistante et aller vers l'inconnu, je décide d'essayer de débroussailler un peu les choses avant de m'y remettre. Parce que j'en ai un peu gros sur le cœur, quoi. Hier soir, j'ai écrit juste quelques mots. Exprimer l'inexprimable. Voilà ce que j'ai essayé de faire toute la journée en écrivant Bruit, et bien sûr ça bute, ça coince. Essayer d'exprimer l'inexprimable, c'est vraiment ça, je pense, le nœud. C'est-à-dire que pourquoi c'est mauvais? Parce qu'on ne trouve pas les mots. Pourquoi on ne trouve pas les mots? Parce que pour arriver à exprimer l'inexprimable, on en passe nécessairement par une série de clichés qui appauvrissent considérablement ce qu'on a à dire. Et c'est en dynamitant les clichés un par un, sans aucune pitié, qu'on finira par arriver à quelque chose. Donc on commence par avoir l'impression d'une immense pauvreté, autant dans l'expression que dans la pensée. En résumé, on a l'impression d'être bête et de ne pas savoir écrire. Et moi, j'ai vraiment l'impression en ce moment d'être bête, de ne réfléchir à rien, de ne pas construire ma pensée. Je pense que c'est comme ça parce que je suis dans de l'inconnu, précisément. Je ne suis pas en train de me rattacher à une forme préexistante que je saurais déjà utiliser ou manipuler. Exemple, écrire un article de journal. Quand je travaillais pour la presse magazine, je ne me posais jamais de questions quant à l'écriture, ni de ce que j'avais à écrire, ni de la façon dont j'allais l'écrire. Je savais, ça se déroulait quasiment devant moi. C'était facile, c'était juste travailler. Créer, c'est quand même travailler plus autre chose. Cette autre chose qui fait fantasmer les gens à l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, ça n'a vraiment rien de sexy. Cette souffrance-là, elle existe quand même, quoi. Et elle existe parce que elle est liée, quand on écrit, quand on a quelque chose à écrire, à notre fin, à notre finitude. Et que dans mon cas, ce qui est compliqué, c'est que quand je dis que je veux exprimer l'inexprimable, ça signifie que je veux tresser, tisser des choses abstraites et des choses concrètes. Je m'explique.
le lectorat, de prime abord, il va plutôt désirer les choses concrètes. Et c'est mon cas en tant que lectrice. Quand je lis un livre, je ne me souviens pas de l'histoire. On ne se souvient jamais vraiment des histoires au fond. Par contre, je me souviens d'une ou deux scènes, et dans cette ou ces scènes, souvent, mon esprit se raccroche à quelque chose de concret, qui a été raconté, narré, ou qui a été mis sous une forme poétique. Une image, un moment suspendu, une couleur, une matière. Maintenant, si je lis un livre qui est uniquement concret, étrangement, il y a quelque chose qui s'évapore, qui disparaît. Le texte ne me paraît pas suffisamment universel, disons, et j'ai l'impression d'en rester à une histoire particulière, à l'histoire particulière de la personne qui l'a écrite. Avec l'œuvre de Giacometti, rien à faire. Elle est déjà trop loin. Impossible de feindre une gentille connerie. Sévère, elle m'ordonne de rejoindre ce point solitaire d'où elle doit être aperçue. Maintenant, quand j'écris des choses entre guillemets abstraites, je ne sais pas où je vais. Ce n'est pas une forme d'abstraction au sens de manipulation des idées, de philosophie, de prendre une hauteur telle qu'on n'a plus besoin de donner des exemples. On sait très bien qu'il faut toujours donner des exemples. Et quand moi, on commence à développer devant moi une pensée abstraite, au bout d'un moment, de moi-même, je vais avoir besoin qu'on me donne des exemples. Donc, du concret. Et c'est ce tissage-là, entre abstraction et concret, que je cherche quand j'écris. Quand j'écris des choses abstraites, il y a quelque chose en moi qui sait ce qu'il a à dire, et quelque chose en moi qui ne le sait pas. Et c'est ce quelque chose en moi qui ne le sait pas qui forme ma conscience. Donc consciemment, je ne sais pas ce que j'écris. Exactement. Je ne sais pas où je veux en venir. Il y a quelque chose qui me dicte. Mais dicter n'est pas le bon mot. Ce serait un peu trop facile. Non, il y a quelque chose en moi qui veut exprimer quelque chose et je ne sais pas ce que c'est. Parfois, j'écris et quand je me relis, je ne comprends rien. Mais rien du tout de ce que j'ai voulu dire. Dans ces cas-là, je supprime. J'efface, j'écrase. Mais si quelque chose dans cet amalgame de choses abstraites et que je ne comprends pas me paraît compréhensible, que j'ai l'impression de le comprendre, alors je retravaille le texte et je me bagarre avec la langue pour arriver à faire sortir ce qui était abstrait et loin et inconnu de son milieu aveugle et de l'amener à la lumière du jour. Mais ça en passe nécessairement par la nullité de la phrase, par le cliché, par la bêtise. Et tout ce travail-là, tant qu'on en est là, c'est absolument désespérant. Et au passage, on perçoit comme l'inconnu et le trop connu se rejoignent. Bon, je suis contente d'avoir raconté ça ce matin, de l'avoir un peu fixé. Parce que souvent, on ne fait que lutter contre et on ne le dit à personne, on reste solitaire avec son texte pourri, sa page pourrie. Et ensuite, quand on a résolu le problème, parce qu'on finit par le résoudre, on fait comme si ça n'existait pas. Parce que quand on va parler d'un texte qu'on a écrit, une fois qu'il est publié, on ne parle plus que de ce qui est sur le papier, que de ce qui est publié. Et même si on raconte les difficultés, on raconte pas ça, ce moment-là de confrontation avec la page pourrie.